Eh bien, bonjour Maude. Merci voilà, de m'accorder de votre temps pour parler d'un sujet important. C'est le lien entre l'intestin et le cerveau. Bonjour Christelle et merci pour votre invitation. Donc effectivement, je parle beaucoup d'axe intestin-cerveau et j'ai écrit un livre sur le Ouais, sujet. que j'ai là et je me suis régalée à le lire. Alors, Ah, pour rappel, merci. Maude, vous êtes naturopathe, micronutritionniste. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui, herboliste aussi. Vous êtes Voilà, beaucoup herbaliste en fait. herbaliste, vous êtes beaucoup intéressé aux plantes et on va voir. Alors, dedans, vous racontez votre expérience personnelle. Moi, j'étais admiratif de l'entêtement, quelque part, le courage que vous avez mis, parce que ça a été une forme d'errance où j'ai l'impression que vous avez appris à pas à comprendre ce qui se jouait, à chercher les informations et toujours un petit peu seul, quelque part, pour arriver à pouvoir écrire ce livre et comprendre ce qui se jouait entre l'intestin et le cerveau. Est-ce que je me trompe en disant que ça a été un Moi, c'est chemin? c'est exactement ça. On va prendre un titre d'ouvrage bien connu, Tomber cette fois, se relever 8. Donc, c'est vraiment mon parcours. Donc, effectivement, avant d'être thérapeute, j'ai souffert pendant 25 ans d'anorexie mentale restrictive, de dépression résistante et de troubles du spectre autistique. Donc, voilà, c'est quand même, c'est pas une carte de visite, mais c'est vrai que ça fait partie de mon vécu. Ça a été très compliqué parce que j'ai connu la psychiatrie en fait pure et surtout dure. Donc c'était contrat de poids, voilà, enfin, des cellules d'isolement en psychiatrie et beaucoup de médication. Mais par contre, on m'a jamais proposé de travail psychothérapeutique parce qu'on me considérait un petit peu trop malade pour être soignée. Enfin, c'est vraiment des termes que j'ai entendus. Donc c'était vraiment violent en fait parce que comme il y avait aussi plusieurs troubles qui se mêlaient, je me sentais vraiment enfermée dans une bulle, donc totalement déconnectée de la vie extérieure. Je pouvais vraiment rien extérioriser. Et puis les troubles alimentaires, avec un peu de recul, je les mets vraiment en lien en fait avec le syndrome dépressif parce que forcément j'étais tellement déprimée, tellement peu d'appétence pour la vie que je voyais pas pourquoi je mangerais en fait alors que j'estimais pas le mériter. Vous n'étiez pas guérissable, disons, Ouais. aux yeux du monde médical, enfermé physiquement, enfermé aussi bah, avec tous ces notions de troubles. C'est quoi la lueur auquel on se raccroche après pour faire tout le parcours que vous avez fait, parce que c'est carrément un parcours initiatique, mais qui vous a demandé beaucoup de courage. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a été moteur pour vous de sortir de cette étiquette et de cet enfermement? En fait, la phase de résistance, ça a été vraiment en fait le fait d'être totalement justement coupé de moi-même et coupé de toutes les sensations qu'un être humain pourrait ressentir. Donc des sensations physiques, même si j'étais un poids catastrophique, je sentais pas la faim, je sentais pas la douleur, je sentais pas la fatigue et aussi coupé de toutes les émotions. En fait, j'en souffrais quasiment pas parce que vraiment j'étais comme anesthésiée en fait. D'accord. Mais j'avais quand même toujours, en fait, voilà, j'étais vraiment jamais dans le moment présent parce que c'était inconcevable de regarder ma propre situation en face. Donc, si j'essayais de raisonner un petit peu, enfin, c'était, voilà, quand je serais guérie, machin, même si je mettais rien à travers ces mots, c'était totalement impossible de me représenter la situation qui était figée depuis toutes ces années. Et après, j'ai quand même eu beaucoup de soutien parental, même si il y avait très peu d'échanges en fait, parce que ma bulle, elle était vraiment impénétrable, mais je savais toujours que j'avais mes parents qui étaient à côté de moi. Donc ça, c'était quand même assez précieux parce que aussi, ils n'ont pas été beaucoup aidés par le corps médical d'une manière générale. Pourquoi vous avez eu envie de partager votre expérience dans ce livre? C'est C'est un seul justement livre? pour sublimer mon propre parcours parce que me raconter, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est vraiment, en fait, quand j'ai écrit mon ouvrage, bon, ça fait là 9 ans, je suis totalement guérie, mais enfin, dans l'écriture de l'ouvrage, je me suis vraiment remise dans la peau de la personne que j'étais, donc en errance médicale et qui aurait vraiment, le parcours aurait vraiment changé bien avant si j'avais eu ce genre d'informations. Donc Ok. ça a été vraiment la motivation de sublimer mon propre parcours
pour partager de l'espoir et puis évidemment suggérer des pistes thérapeutiques parce que des témoignages de personnes qu'on guérit de maladies, même l'anorexie, ça, il y en a quand même pas mal, mais ça correspondait pas à des personnes qui ont eu d'autres troubles associés et une telle errance aussi thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a animée, partager de l'espoir et suggérer des pistes thérapeutiques. Et notamment l'axe intestin-cerveau, parce on commence à en parler de plus en plus, mais avec des mots simples et accessibles au grand public sur la base de quelque chose qui a été vécu. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion? Parce que du coup, j'entends que le parcours est chaotique, il y a des contrats de poids, il y a beaucoup de médicaments pour calmer aussi, parce que vous avez un parcours, vous le décrivez bien, hein, physiquement, les intestins qui dysfonctionnent. Du coup, il y a des contrats de poids où on va parler hein, de l'intolérance au gluten, voire les produits laitiers. Du coup, l'alimentation qui vous est suggérée va pas du tout avec le problème au final. À un moment donné, il fallait aller creuser de ce côté-là. J'ai toujours connu des symptômes, on va dire, digestifs chroniques, bon, des ballonnements, des diarrhées. Moi, après, c'était un petit peu de famille, donc ça passait totalement inaperçu. Mon grand-père est décédé d'un cancer du côlon. Bon, ma mère a toujours eu des troubles digestifs, donc c'était un petit peu, enfin, l'héritage familial. Et en fait, voilà, on me disait, bon, après, voilà, vu enfin, l'alimentation, enfin, la non-alimentation, c'était Hmm. plutôt un effet collatéral, on va dire. Mais en fait, après 25 années, justement, de grandes périodes de dénutrition, auxquelles ont été aussi majorées, l'inflammation intestinale a été majorée aussi par la prise plus que conséquente de tout un tas de psychotropes. En fait, ça a créé ce qu'on appelle un petit peu le fameux effet cocktail. Ça veut dire que ça m'a vraiment engendré une énorme inflammation intestinale. Il y a eu un diagnostic d'équivalent RCH qui a été posé. Donc Alors, RCH, c'est voilà. rectocolite hémorragique ulcéreuse, enfin RCHU. En fait, donc c'est des diarrhées en fait sanglantes où vraiment on se vide, on se vide, on se vide et notamment de sang. Et l'intestin, il est hyper enflammé. Et quand les troubles digestifs chroniques sont passés, ont pris un caractère aigu, en fait, la douleur digestive intestinale était tellement forte qu'elle avait supplanté en fait, la douleur psychique. Et ça, Ok. c'était quelque chose quand même totalement inouï. Parce que, enfin voilà, on m'avait toujours dit que j'étais cas désespéré d'un point de vue psy, mais me rendre compte que le corps, déjà, on pouvait avoir des douleurs, alors que dans ma petite bulle, voilà, je souffrais vraiment de rien d'un point de vue physique, enfin, du moins, je ne ressentais pas. Donc, ça a été quelque chose, voilà, tellement violent, aussi bien physique que psychique, que je me suis dit, ah ouais, mais j'ai un corps déjà, bon, pour l'instant, c'est vraiment un incendie tellement je me tords de douleur, mais déjà, ça m'a un peu reconnecté avec des sensations corporelles, même si elles étaient très désagréables. Et en plus, voilà, comme je dis, cette douleur physique, elle est parvenue à supplanter la douleur psychique. Donc, D'accord. c'était voilà, un petit peu un réveil, on va dire. D'une reconnexion au corps Voilà. déjà et aux Déjà. sensations. D'accord, ok. On parle d'inflammation et ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup, moi, parce que je pense que dès qu'on a de l'inflammation, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Maud, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qu'il pourrait y avoir entre cette inflammation intestinale et le fonctionnement après du cerveau et de nos, on va dire, de nos états émotionnels, des dépressions ou du comportement alimentaire? Qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand on a de l'inflammation au niveau de l'intestin pour le cerveau? Eh bien, voilà, ce qui se passe au niveau de l'intestin, ça se répercute en miroir au niveau du cerveau. Au niveau de l'intestin, rester voilà, plus précisément sur l'axe intestin-cerveau, donc l'intestin, il a un système nerveux entérique, c'est-à-dire qui produit des neurotransmetteurs, les mêmes que ceux qui sont produits par le cerveau, notamment la sérotonine, qu'on connaît un petit peu comme le neurotransmetteur voilà, du relax, la dopamine, donc plutôt la motivation, l'énergie du matin. Donc voilà, il produit
à peu près les mêmes neurotransmetteurs qui sont synthétisés au niveau du cerveau. Et le système nerveux de l'intestin et les neurotransmetteurs produits par le cerveau, en fait, tout ça, ça communique entre eux. C'est pour ça qu'on parle d'axe intestin-cerveau. Il y a quatre voies de communication, la voie sanguine, la voie nerveuse, la voie endocrine et la voie immunitaire. Et c'est surtout la voie nerveuse qui est la plus empruntée. Par exemple, on parle du fameux nerf vague. Donc Mhm. ça, je pense qu'on en parle de plus en plus. Et ça, c'est vraiment la voie de communication principale entre l'intestin et le cerveau. Et il faut savoir qu'en fait, c'est surtout une communication afférente parce qu'il y a 80% des messages qui partent de l'intestin et qui vont au cerveau et 20% différents, donc qui partent du cerveau au niveau de l'intestin. Donc ça veut dire qu'une inflammation intestinale, ça va envoyer un message inflammatoire au cerveau. Mais le cerveau, s'il y a par exemple une inflammation cérébrale ou ne serait-ce que du stress mal géré, bah, ça va influer aussi la composition du microbiote intestinal. Donc Ok. c'est pour ça que on peut pas tout soigner juste en soignant l'intestin, mais on peut pas que tout soigner juste en s'occupant d'un travail psychothérapeutique. Donc ça c'est Faut vraiment grouper les deux. voilà exactement. Ok. Et c'est pour ça l'intérêt par exemple en alimentation des oméga 3 qui ont un effet très anti-inflammatoire aussi bien physique que psychique. Et qui joue, oui, sur les deux de toute façon. Oui, Alors, quand on voilà. parle d'oméga 3, où on trouve les oméga 3 pour les gens qui découvrent un peu plus les oméga 3, que ce soit dans l'alimentation ou autre? Dans les Euh, petits poissons gras, dans les huiles lin, cameline, chanvre, colza et dans les oléagineux. Et à ce sujet, voilà, enfin, je fais de la pub pour quelqu'un d'autre. Le docteur Guillaume Font, qui est un médecin psychiatre enseignant-chercheur à la Timone à Marseille, voilà, lui, il vient de publier, enfin, il y a peut-être quelques mois, aux éditions Odile Jacob, un ouvrage qui s'appelle Bien manger pour ne plus déprimer où il a fait vraiment toute une revue de la littérature sur les liens entre alimentation et troubles psychiques. Donc ça peut être dépression, ça peut être autisme, ça peut être voilà tout un tas d'anxiété, oui voilà. Et puis il a vraiment mis les études, tout ce qu'il a pu trouver sur PubMed, et c'est vraiment documenté maintenant l'intérêt des oméga 3 dans la dépression et dans l'anxiété. Et dans la dépression, c'est justement pour calmer cette neuroinflammation parce que le cerveau, il est composé à 60% poids sec de graisse et 70% de ces 60%, c'est de DHA. Donc forcément, ça vaut le coup de manger du bon gras. D'accord. Et du coup, alors, le bon gras, ça serait à quel rythme pour les petits poissons et pour les huiles ou les quantités? Les petits poissons gras, c'est vrai que voilà, ils sont comme les animaux, comme l'air qu'on respire, comme l'eau qu'on boit. Tout est pollué et le problématique des petits poissons, en fait, enfin des poissons, pardon, c'est ils peuvent être potentiellement chargés en métaux lourds. Donc c'est pour ça que si on fait la balance bénéfice-risque entre l'intérêt des oméga 3 et la potentielle toxicité des métaux lourds, on conseille à peu près environ 200 à 300 grammes par semaine. Après, les petits poissons en début de chaîne, forcément, parce que, par exemple, les gros prédateurs, le thon, le requin, Hmm. ils ont déjà vécu plus longtemps, ils ont pu manger les petits qui étaient déjà un petit peu pollués. Et Oui. après, les huiles, en fait, à peu près 2 cuillères à soupe par jour, à part le lin, une seule, parce que là, voilà, ça apporte la quantité suffisante pour une journée. Mais après, on parle d'alimentation, mais il y a aussi son assimilation. C'est ce que Donc, j'allais rebondir. Si on a un intestin avec un microbiote délétère et une inflammation, du coup, voilà, il va falloir aussi travailler. On n'oublie pas, même si on lit ça, c'est qu'on n'oublie pas toujours ce travail sur l'intestin, ouais, dont l'intestin, il est en l'assimilation. fin de chaîne. Il est en Mm. fin de chaîne. Donc, c'est vrai que prendre des compléments alimentaires vraiment en se focalisant juste sur l'intestin, on n'aura pas été très, très efficace parce que, voilà, c'est vraiment une étape à la chaîne soumise à la loi du maillon faible pour citer le professeur Castronovo. Effectivement, il y a la bouche, il y a l'estomac, il y a le foie, il y a le pancréas, il y a le grêle et il y a le côlon. Et quand on parle de microbiote intestinal, sa plus grande concentration, c'est au niveau du côlon. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une alimentation composée très judicieusement avec plein d'antioxydants, plein d'anti-inflammatoires, mais si tous les processus digestifs
pour arriver à nourrir nos bonnes bactéries qui sont à la dernière étape au niveau du côlon. Donc, si ces toutes ces étapes, elles sont incorrectement réalisées, forcément, ce ne sera pas optimal. Maud, du coup, ce parcours, alors il y a eu 25 ans. Est-ce que c'est 25 ans d'errance médicale? Après, vous êtes intéressé à tout ce qui est la phytothérapie, la micronutrition, il y a eu la formation en naturopathie. Comment ça a été accueilli? Parce que on voit bien dans le milieu allopathique, c'est pas toujours encore ancré toutes ces données de microbiote intestinal, de ce lien entre l'intestin et le cerveau. Votre démarche, puisque vous étiez suivi depuis longtemps par le corps médical, quand vous avez commencé à mettre en place toutes ces recherches, ces tests, parce qu'il y a pas mal de choses que vous testez, le sans gluten, et puis les plantes ou la micronutrition, et puis l'intestin, c'est un peu comme un volcan, hein, on le voit bien, il y a des périodes d'accalmie, vous le dites bien dans le livre, il y a des fois, il y a des retours de bâton, ça ne se calme pas comme ça, et un intestin très abîmé demande beaucoup de temps, c'est ça aussi qu'il faut, je pense, mettre en avant. Mais comment ça a été accueilli, votre démarche, par les gens qui vous géraient au niveau, je ne sais pas, psychiatrique ou gastro? Comment ça a été perçu tout ça? Bah, en fait, en psy, j'ai jamais eu vraiment, bah, jamais fait de travail psy. En fait, c'était vraiment Mhm. l'internement, les médicaments et point barre. Donc, j'ai quand même une mauvaise expérience vis-à-vis du milieu hospitalier. Et en fait, ce qui m'a donné l'impulsion bah, pour vraiment sortir du brouillard mental, c'est d'aller consulter un diététicien au moment où mes troubles digestifs étaient vraiment plus qu'aigus et qui avait supplanté tous les tabous de l'anorexie qui m'empêchaient de manger tel ou tel aliment. Là, je me suis dit non, je souffre tellement dans mon corps que voilà, la petite voix, enfin qui est assez commune pour les personnes qui souffrent d'anorexie, elle se tait. Là, c'est plus le sujet, j'ai une autre priorité et donc j'ai fait la démarche d'aller consulter un diététicien pour la première fois de ma vie parce que je souffrais tellement d'un point de vue intestinal, une goutte d'eau, ça pouvait me plier en deux, que je ne savais vraiment plus quoi manger. Et ce diététicien, d'ailleurs, dont la sœur a souffert d'anorexie, il m'a proposé l'éviction du gluten et des laitages. Il m'a dit, vous verrez, en 3 mois, votre trouble digestif, voilà, vous ne les sentirez plus du tout. Ce sera de l'histoire ancienne. Et en fait, bah, je n'avais pas grand-chose à perdre. Donc, j'ai fait, parce que voilà, une personne voilà, pour se faire d'anorexie, il y a quand même assez structuré, on va dire, faire les choses d'une manière assez précise. Donc, j'ai appliqué à la lettre son régime, éviction complète du gluten et des laitages, pardon. Et en 5 jours, bah, vraiment 5 max, mais 3 à 5 jours, le brouillard mental s'est totalement dissipé. Et pour moi, voilà, c'était le double effet qui se coule. Après, me reconnecter à mon corps, la libération du brouillard mental. Et là, ça m'a vraiment donné l'impulsion pour me montrer proactive, pour faire des recherches, pour faire des expériences sur moi-même, parce qu'il y a tout un tas de publications, mais après, il y a ce qui peut correspondre à la personne. Hmm. Donc voilà, c'était vraiment cette démarche-là. Et voilà, parce que voilà, le brouillard mental s'est évaporé, mais par contre, les troubles digestifs, voilà, l'alimentation peut beaucoup, mais elle peut pas tout. Et donc, ce diététicien, il m'avait adressé à un gastro-entérologue. Et là, ce gastro-entérologue, donc en hôpital public, en fait, dans mon ouvrage, je l'appelle mon meilleur psy parce que je pouvais vraiment tout lui dire. Voilà, il disait, bon, bah, écoutez, enfin, il connaissait Kousmine quand même, c'était quand même Hmm. pas mal. C'est déjà bien, Mais oui, pour un voilà, vraiment gastro. pas mal. Mais lui, c'était de l'allopathie. Mais je lui parlais voilà, vraiment de ce que j'avais mis en place en termes de phyto. Et vraiment, il m'encourageait parce que voilà, j'étais une personne avant un symptôme, un dossier. Et ça m'a vraiment encouragée en fait. Et après, voilà, ça a été les deux professionnels de santé qui m'ont soutenu, encouragé, donc le diététicien et le gastro-entérologue. Et puis après, à la parution du livre, en fait, c'est surtout des médecins qui pratiquent la médecine nutritionnelle et fonctionnelle parce Oui. que c'est quelque chose qu'ils pratiquent depuis des années. Mais sinon, j'ai quand même aussi un retour du Joël Doré, donc qui est quand même un chercheur français sur le microbiote intestinal de renommée internationale. Donc ça a été chouette. Mais sinon, bah, oui, j'ai eu des super retours, mais ça a été du docteur Résimon, ça a été du docteur Vincent Renaud. Mais des Euh, gens ouverts. mais- oui, voilà, tout à fait. Et puis voilà, pour eux, c'est pas une découverte, c'est juste un témoignage.
qu'ils ont accepté et accueilli voilà, avec vraiment beaucoup de plaisir. Mais pour eux, c'était pas vraiment une découverte, c'était juste quelqu'un qui racontait quelque chose où ils étaient totalement convaincus. Donc Oui, c'est comme pour si ça vous que aviez fait oui, mais vous avez fait l'expérience, on va dire en plus, disons la vie vous a pas laissé le choix d'avoir bah, c'est de vraiment ça rencontrer en cette fait. problématique, mais ce qu'ils disent eux, parce qu'ils souvent ils font Hmm, des recherches, vous tout à fait. l'avez vécu aussi Oui, en c'est pour ça en fait, parce qu'il y aura toujours un tas de publications qui attesteront voilà, de tout un tas de choses, mais de se dire, de mettre vraiment un visage, de mettre des mots, voilà, de partager une expérience, ce sera toujours plus fort. ouais, Parce tout à qu'après fait. aussi, ce qui a marché pour moi, bah, évidemment, je prétends pas que ça va être la solution pour tout un tas de personnes. Donc, c'est vraiment se faire accompagner et puis vraiment d'individualiser les protocoles parce qu'il n'y a pas un complément alimentaire, il n'y a pas un probiotique, magique, non, c'est vraiment voilà, des besoins personnels qui nécessiteront justement un accompagnement vraiment individualisé. Oui, c'est ça qui est important. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, bon, il y avait les gens déjà ouverts qui, du coup, ont accueilli votre livre qui va dans leur sens. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est que dans votre errance, il y a eu deux personnes qui ont été importantes, mais qui étaient à l'écoute, peuvent être une clé, un début de clé à quelque chose, il me semble. Oui, bah, de se faire, en fait, d'être reçu, perçu, accueilli comme une personne avant son symptôme, ça, effectivement, c'est quelque chose de fort et puissant. Ouais. Enfin, moi, c'est vraiment ça. Enfin, c'était surtout le gastro-entérologue. J'ai enfin, voilà, vu ces années de persécution, on va dire ça comme ça, par le milieu hospitalier. Donc, déjà, de refaire la démarche enfin, prendre une consultation dans un hôpital, c'était quelque chose de. J'aurais pas forcément cru en être capable. Et puis, en plus, d'expliquer à un gastro-entérologue que je mettais en place de la phyto, que je commençais un sevrage de médicaments toute seule, en fait, enfin, de psychotropes. Voilà, bon, pour moi, ça a été vraiment un soutien. Voilà, il m'avait dit, bah voilà, moi je vous fais une ordonnance, et puis si admettons ce que vous mettez en place à côté, ça suffit pas, n'hésitez pas. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de collaboratif. Parce que c'est vraiment ça aussi, on est tous acteurs de notre santé. Mm. Donc ça, je pense que vraiment l'implication de la personne, c'est quelque chose de déterminant. Plutôt que de rester passif, parce enfin, c'est un petit peu ce à quoi on est Mm. conditionné dans notre société, quoi. Mais c'est ça, mais c'est des témoignages aussi comme votre livre, Maud, qui permet aussi peut-être de montrer aux gens qu'on peut devenir actif, mais on est d'accord que c'est un parcours personnel, il n'y a pas de situation, de produit magique, c'est vraiment un chemin de reconstruction et ça dépend aussi où en est l'intestin, la personne. Donc, on rappelle aux gens que c'est vraiment d'associer les techniques et de se faire accompagner parce qu'on est tous différents et que il y a peut-être des interactions qui sont à bien prendre en compte selon les personnalités. Tout à fait. Bah, moi, voilà, vraiment tout ce que j'ai mis en place pour mon santé, c'était il y a 9 ans. Donc, il y avait aussi beaucoup moins d'outils disponibles, moins de connaissances sur le sujet. Donc, un petit peu œuvré par sérendipité. Donc, j'ai fait agi par essai-erreur. Mais maintenant, c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de choses validées. Et par rapport à ce que vous dites, le fait de se faire accompagner, en fait, c'est sûr que, on va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est quand même l'aspect financier. Mais n'empêche que voilà, ça représente un certain coût, mais qui vaut le coup, plutôt que de tester tout un tas de compléments alimentaires sans un protocole prédéfini. En fait, ça marchera jamais. C'est pas forcément parce que les compléments alimentaires sont mauvais, c'est peut-être parce que le postulat de base, enfin la cause maîtresse, on va dire, elle n'a pas été clairement identifiée. Donc, on pourra agir au mieux peut-être sur des symptômes. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être investigué avec un professionnel. Et puis, plus justement il y a d'accompagnants, plus la personne pourra disposer d'outils, un petit peu comme un couteau suisse, qu'elle pourra déployer en fonction de la situation qu'il nécessitera. Moi, par exemple, c'est vrai que par contre, je me permets de préciser qu'il y a eu quand même un petit peu trop de raccourcis depuis la parution de mon livre qui s'appelle Par la mouvante, ma tête, c'est malade. Donc, Ouais, je suis bien effectivement, d'accord. l'intestin est un acteur majeur dans la santé physique et mentale, mais par contre, jamais j'ai prétendu qu'on peut tout résoudre par l'intestin. Donc, on peut
dire de la même manière que par là ma tête, mon ventre est malade, c'est valable aussi. Et donc c'est pour ça que même en cabinet, j'ai fait appel en fait à une docteure en psychologie qui accompagne les personnes qui en ont besoin en fait de manière complémentaire à mon propre accompagnement. Non, Voilà, ça, oui, on est d'accord que c'est un. Et puis il me semble que c'est clair dans le livre que pour moi, il n'y a pas de raccourci en disant, voilà, il y a Oui, un non, c'était travail par à rapport à certaines faire. demandes que j'ai pu Voilà. recevoir Mm. en fait. Donc Ou en effectivement, pensant que l'intestin. simplement avec l'intestin, pouf, on Oui, jouait sur un voilà. Non, mais bouton et. bah oui, Ouais. c'est tellement médiatisé aussi. Enfin, je parle pas de mon livre, hein, qui Mm. il fait pas forcément les grands titres des médias. Non, mais c'est vrai que ce fameux intestin, deuxième cerveau, voilà, il a vraiment pris la vedette. Mais Faudrait pas qu'il prenne la grosse tête. oui, exactement. Donc effectivement, voilà, enfin, il est incontournable. Mais par contre, dire que c'est le seul acteur dans tout un tas de pathologies. Non, c'est C'est un un des acteur parmi acteurs. tant Ouais, d'autres. voilà, tout Mm. à fait. Souvent principal, mais voilà, c'est comme un film, on va dire. Il y a l'acteur principal, mais les seconds rôles, s'ils n'étaient pas là, bah, ce sera un Ça petit peu donnerait rien. monotone. Et voilà, il n'y aura pas une histoire trop vraiment trépidante. Donc c'est vraiment, de toute façon, une approche holistique, hein. On en revient au fondement de la naturopathie. On est corps, on est esprit. Il y a l'épigénétique, l'hygiène de vie. Et puis tout ça, ça fait un beau scénario de vie. Oui, c'est ça, ça fait un beau scénario et on est d'accord, il faut peut-être aller revisiter. Et j'ai envie de dire, c'est là où moi j'ai été bluffée, c'est la patience et la résilience, Maud, que vous avez eue, parce que l'intestin, on ne peut pas le mettre au repos comme une jambe cassée. C'est-à-dire, je pense, vous allez pouvoir me le confirmer, c'est un travail de reconstruction, mais qui est physique, émotionnel, énergétique. Je veux dire, c'est un chemin vers soi. Et ça prend des années en fait, parce que ne serait-ce que pour désenflammer l'intestin, ça a pris vraiment, oui, enfin, plusieurs années en fait. Et par rapport au régime alimentaire, en fait, c'est vrai que ça aussi, ça nécessite d'être individualisé parce qu'il y a tout un tas de choses, un petit peu des sans food maps, les cétogènes, les paléos, les choses comme ça. En fait, peut-être que ça peut soulager sur le court terme, mais au final, ça peut appauvrir le microbiote. Donc, c'est pour ça que je pense encore une fois que voilà, bon, ça mérite d'un accompagnement, on va dire, auprès d'un thérapeute, parce qu'il y a des fausses bonnes solutions qui peuvent être effectivement, enfin, soulager sur le court terme, mais finalement, sur le long terme, ça peut être peu judicieux. Et puis, voilà, de toute façon, il n'y a pas de régime alimentaire idéal, c'est vraiment celui qui conviendra à la personne et Hmm. peut-être à un moment de sa vie. Peut-être qu'un régime d'épargne digestive, ce sera indispensable sur une courte période. Et puis après, n'oublions pas de réintroduire parce que tout ce qui fermente, ça crée des désagréments digestifs, mais n'empêche que c'est source de prébiotiques C'est qui ça. nourrissent les bonnes bactéries. Et forcément, si elles n'ont plus rien à manger, bon, bah, ça va pas favoriser la diversité de l'intestin qui est quand même gage de santé. Puis Donc, l'alimentation, moi je défends ça avec le poids émotionnel. L'alimentation est très reliée à nos états émotionnels, tout à fait. Il notre y a beaucoup enfance. plus, enfin, c'est beaucoup plus vaste que juste un seul acte nutritif, en fait. Mm. Sinon, voilà, on va en mode, ma génération, j'avais toujours, quand j'étais enfant, que ouais, les années 2000, on mangera des pilules, en fait. En fait, non, non, pas du Non, tout, surtout le pays de la gastronomie. Et c'est vrai que bah, aussi, l'alimentation, on peut enfin, suivre des régimes qui semblent équilibrés, mais c'est vrai que moi, je défends aussi l'alimentation équilibrante. Parce que, voilà, comme vous disiez très justement, on reste des êtres humains sociaux et si c'est une assiette peut-être considérée, calculée pour être très, très, très bonne, on va dire, d'un point de vue nutritionnel, mais s'il n'y a pas de satisfaction gustative ou de plaisir, en fait, c'est vraiment restrictif, punitif et c'est pas comme ça qu'on va équilibrer l'émotionnel, le psychisme, oui, le plaisir de manger, tout simplement, qui fait partie de la vie. ok. Donc, Oui, bah, c'est c'est complètement bien résumé. Donc c'est pour ça le raccourci que voilà, on soigne tout avec l'intestin. Non, et on le retrouve surtout pas dans le bouquin. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un vrai partage de votre parcours et surtout
des belles explications sur ce qui se joue entre l'intestin et le cerveau. Et vous avez résumé ça d'une façon très pédagogique. Donc, je trouve que pour les gens qui cherchent Merci. vraiment voilà, des réponses à comprendre ce qui se joue pour eux, je trouve que c'est déjà vraiment, ça déblaye vraiment le terrain de comprendre ce qui se joue et éventuellement vers où on doit tendre. Et en parlant de ça, Maud, pour quelqu'un voilà, qui commence à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à régler aussi au niveau de l'intestin, qu'il y a sûrement au niveau psycho-émotionnel aussi à aller voir des choses, comment je démarre? Bah, déjà, de prendre conscience que demander de l'aide, c'est une force et non une faiblesse. Et c'est vrai que, enfin, en France, c'est pas forcément perçu comme tel. Donc ça, bah, aussi, estimer mériter d'aller mieux. Parce que aussi, ça peut être paradoxalement angoissant parce qu'une souffrance, bah, forcément désagréable, mais connue, ça peut être potentiellement plus sécurisant que de faire un pas dans l'inconnu même si c'est pour aller vers du mieux-être. Donc c'est vrai que ça, moi, ma grande question, enfin ma grande suggestion en consultation, c'est et si? Et si je faisais telle chose, qu'est-ce qui se passerait? Donc, par exemple, des personnes, bah, qu'est-ce que je gagnerais, qu'est-ce que je perdrais si j'avais plus ces troubles digestifs? Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que je gagnerais, qu'est-ce que je perdrais si j'étais plus anorexique, si j'étais plus boulimique, si j'étais plus hyperphagique, si j'ai, voilà, tout un tas de choses comme ça. Déjà, un petit peu de la visualisation. Parce que quand ça fait des années qu'on est en souffrance, en fait, on a du mal en fait de se percevoir dans la guérison. Donc ça, j'aime bien, enfin, même si j'ai jamais fait de travail psy, c'est vrai que j'ai quand même pas mal réfléchi. Et ça, je Hmm. pense que c'est un postulat de base. Et puis après, enfin, aussi éclaircir un peu ses pensées, parce que bah, on a toujours du brouillard mental, l'inflammation aussi cérébrale quand ça brûle au niveau du ventre, comme on disait précédemment. Donc voilà, pourquoi pas bah, le mettre sur papier, tout simplement. Ma problématique, c'est ça. Mon objectif, il est celui-ci. Qu'est-ce que je peux mettre en place progressivement? Est-ce que ça va être plutôt consulter voilà, un psychologue? Est-ce que ça va être consulter un naturopathe? Qu'est-ce que je peux changer dans mon alimentation? Quels aliments me posent problème? Est-ce que c'est lié avec une situation stressante? Donc peut-être déjà faire un premier débrief vis-à-vis de soi-même et ce qui m'a semblera le plus pertinent bah, justement faire la démarche, bah, soit de consulter, je disais, en tout cas quelqu'un qui pourra nous aider, parce que c'est vraiment avec un soutien qu'on ira plus vite et plus loin en fait. Ok, super. Et on rappelle bien que la naturopathie vient compléter, on va dire, le suivi allopathique. On fait pas de diagnostic, on donne Voilà, pas de médicaments, on soigne on pas, on accompagne effectivement. et sur les troubles fonctionnels et la nutrition, tout ça, mais au contraire, on est plutôt dans l'idée de l'alliance, sachant qu'on est plutôt sur le fonctionnement global dans l'organisme du trouble fonctionnel. Ça, je pense que Bah c'est voilà, de toute important. façon, la première des choses, c'est déjà de mettre de côté un trouble lésionnel. Oui, c'est pour ça qu'on laisse tout ça et qu'on demande aussi aux Tout gens à de fait. continuer, quoi qu'il arrive, leur Un parcours suivi. allopathique. Ça, je pense que ça reste important. Tout à fait, oui, ça. Pour le mot de la fin, Maude, de tout ça, parce que alors moi je recommande, je pense que Merci. trouver dans toutes les bonnes librairies, franchement, posez-vous avec ce livre parce que j'ai trouvé autant votre parcours touchant, mais aussi toutes les explications d'études scientifiques qui pourraient être complexes, on va dire, pour les gens. Et là, c'est vraiment bien expliqué, c'est pédagogique pour comprendre vraiment le lien qui se joue entre eh bien, les troubles de l'intestin et le cerveau, sachant qu'on a dit que c'est un acteur parmi tant d'autres, mais qu'il est quand même, à dire, important, cet acteur-là. Et Maud, pour le C'est ça. dernier mot de la fin, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux gens ou voilà, dans ce Ah, parcours? alors moi, comme j'aime bien toujours un peu des sortes de punchlines, comme je disais, et si, voilà, enfin, c'est des choses quand même un petit peu plus pointues, plus pertinentes. En fait, c'est accepter le diagnostic, déjouer le pronostic. Voilà, et on peut avoir des troubles, des maladies, des symptômes. Ça, effectivement, on peut pas forcément passer à côté, mais
on peut se montrer proactif pour en fait justement invertir l'évolution et puis restaurer sa santé. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de toujours avoir en tête que oui, bah effectivement, on peut avoir une maladie, on peut avoir une chose comme ça. Enfin, Christophe André, il dit que c'est un petit peu le loyer de la vie. Donc c'est des choses voilà un petit peu incontournables. Mais par contre il y a la problématique et il y a ce qu'on en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment en se montrant proactif qu'on pourra restaurer notre santé. Et je pense que vous êtes un bel exemple et un beau témoignage dans ce livre que c'est pas toujours simple. On va être clair, ça n'a pas toujours été simple pour vous. Il y a eu des Non, retours non. de bâton, des améliorations. Des fois, c'est au niveau, le cerveau allait mieux, mais c'est le ventre qui. Oui, Mais tout à fait. c'est encourageant à montrer que quand on s'accroche, on peut peut-être aller jusqu'à la guérison, la rémission, mais en tout cas, il se passe quelque chose de positif, que ce soit sur la qualité de vie. Donc, je trouve que c'est un beau témoignage pour les gens qui cherchent et qui ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais, de se dire, ça prend du Mhm. temps. Oui, tout C'est à pas fait. toujours simple, mais votre parcours montre que on arrive à quelque chose de très positif, mais il faut se donner le temps. Et je pense la bienveillance aussi. Oui, aussi, et puis rester ouvert, même si moi, ça n'a pas été forcément le cas, mais c'est vrai que en fait, on s'enrichit les uns les autres. Et c'est vrai que la maladie, elle a plutôt tendance à nous faire recroqueviller sur nous-mêmes parce que tout est fatigant, tout est stressant, et c'est vrai. Mais voilà, s'ouvrir aux autres, c'est vraiment quelque chose qui va nous enrichir en fait. Parce qu'on aura, voilà, comme je disais, on apprend les uns des autres. Et puis, voilà, on reste des êtres sociaux. Et plus on met de choses positives dans notre vie, moins il en reste pour la maladie et tous les effets délétères qu'elle engendre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Effectivement, quand on est vraiment au fond du trou, en pleine dépression, on le voit pas du tout comme ça. Mais n'empêche qu'avec le recul, moi, je me rends compte que c'est vraiment cet isolement qui m'a enfin, aussi mis beaucoup de bâtons dans les roues pour me remonter. Donc ça, je pense que ça reste quand même quelque chose à garder en tête que les autres, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie de les voir, même si ils font du bruit, même si ceci, même si cela, n'empêche que bah voilà, on fait partie d'une tribu et on doit prendre notre place parce que aussi on n'a pas abordé, mais il y a aussi des schémas enfin, familiaux, Mm. où voilà, on joue tous des rôles, voilà, victime, bourreau, sauveur. Et en fait, si on reste toujours dans une, pas une place où on a pu nous attribuer aussi une étiquette de victime, forcément, on gardera toujours cette place-là. Donc, ce sera difficile aussi d'en sortir. Voilà, là, on part un petit peu plus loin que là, ça Non, peut se mais passer avant, non, mais mais c'est important, mais c'est important de le rappeler, je pense aussi. Et puis, oui, les blessures du passé, des fois, vont faire que même à l'âge adulte, on va garder cette position-là dans la relation avec les autres. Et que c'est aussi important d'aller revisiter ça parce que ça parce va. qu'on a pu adopter des comportements par exemple, dans l'enfance, dans l'adolescence, on n'avait que ça, en fait, pour nous protéger. Mais par contre, 20 ans après, si on a toujours gardé le fonctionnement d'autoprotection par rapport à une situation quand on était ado, en fait, voilà, c'est que c'est totalement anachronique. Et ça, comme c'est toujours plus sécurisant de répéter des scénarios parce qu'on les connaît, même s'ils ont pu adapter à la situation, forcément, on est totalement déconnecté des choses à mettre en place par rapport à la situation à un moment donné. Si on rejoue toujours les mêmes scénarios qui datent d'il y a 20 ans. Donc, c'est Ouais, vrai ouais. que... Et ça, c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte. On est bien d'accord. Bah, merci Maud pour avoir Bah, pris ce temps de merci, partager toutes Christelle. ces infos avec moi. Je rappelle, parle à mon ventre, c'est ça? Oui, parle à mon ventre, ma tête est malade parce que je le vois en effet miroir, ça me perturbe. Vraiment, je le recommande. Et puis, bah, merci Maud pour ce moment. Et puis, au plaisir peut-être de se voir en vrai. Ça sera vraiment chouette. Ah, avec grand plaisir. Et vraiment, Christelle, voilà, je le dis à tout le monde, j'admire votre enseignement et tout ce que vous partagez depuis des années. Et c'était Merci. vraiment un honneur pour moi voilà, de recevoir, Alors, d'échanger avec vous. plaisir Merci, vraiment Christelle. partagé. Merci, bonne journée et puis à très bientôt, Maud. Avec plaisir.